Une des premières questions qu'on nous pose à nous, archéologues, c'est quand? Quand est-ce que les premiers humains sont arrivés au Québec? Quand est-ce que cet artefact a été fabriqué? Quand? Voilà la grande question en archéologie, surtout en archéologie préhistorique. La préhistoire se situe entre les débuts de l'humanité, il y a environ 2,8 millions d'années, et l'apparition des premiers documents écrits. La préhistoire ne se termine donc pas en même temps partout. Au Québec, elle prend fin avec la rencontre de Jacques Cartier et des Autochtones en 1534. C'est en écrivant ces récits de voyage que Jacques Cartier a mis fin à la préhistoire. Comment fait-on pour dater des sites ou des artefacts dans ce laps de temps aussi vaste? Première méthode, la stratigraphie. On obtient nos premiers indices sur le terrain en se référant aux travaux de datation faits par les paléontologues et les géologues. Ces derniers ont analysé les fossiles présents dans les différentes couches géologiques. L'apparition, l'évolution et la disparition d'espèces les ont amenés à créer des regroupements, d'abord en étages, puis en période et enfin en ère. Ils ont ainsi établi un calendrier de temps géologique. Les sols qui renferment des artefacts au Québec font partie de la dernière période du calendrier géologique, le Quaternaire. Lui-même est divisé en deux étages, le Pléistocène et l'Holocène. À l'échelle planétaire, le Pléistocène correspond à l'arrivée des premiers représentants du genre humain en Afrique et à leur dispersion en Europe, en Asie, en Océanie et finalement en Amérique. Au Canada, le Pléistocène a été marqué par des cycles de glaciation. Puis arrive l'Holocène. Avec ses températures plus chaudes, le réchauffement a entraîné la fonte des grandes calottes glaciaires et la fin de la dernière glaciation, celle du Wisconsin. Depuis le retrait des glaciers, les sols se sont construits par superposition de couches. En général, l'épaisseur des sols et l'enfouissement des vestiges servent de référence pour évaluer leur âge. Plus on s'enfonce dans le sol, plus on recule dans le temps, à condition bien sûr que le sol n'ait pas été perturbé par l'action du gel et du dégel, la chute des arbres, les trous des animaux fouisseurs ou par des travaux d'aménagement. Ainsi, grâce à la stratigraphie et à la découverte d'artefacts anciens, on peut associer l'arrivée des premiers humains dans les cantons de l'Est aux deux derniers millénaires du Pléistocène, soit il y a environ 12 000 ans. Voilà une première méthode. Vous vous demandez sûrement si on peut être plus précis. Deuxième méthode, les techniques de datation absolue. Avant 1947, la datation des artefacts ne pouvait être établie que de manière relative, c'est-à-dire sans quantifier le nombre d'années. Par exemple, on disait tel artefact est plus vieux que tel autre. La datation se faisait à partir d'observations sur le terrain. En 1947, Willard Frank Libby a réalisé la première datation au carbone 14, une méthode de datation indépendante faite en laboratoire par des chimistes ou des physiciens. Comment ça marche? La datation au carbone 14. Dans la nature, le carbone est représenté par trois isotopes, carbone 12, carbone 13 et carbone 14, renfermant respectivement 6, 7 et 8 neutrons. Dans un être vivant, 99% du carbone est sous forme de carbone 12, 1% sous forme de carbone 13 et le carbone 14 n'est présent qu'à l'état de trace. Heureusement, car il est radioactif. Plus précisément, les scientifiques ont observé que la matière vivante contenait un atome de carbone 14 pour 750 milliards d'atomes de carbone 12. Quand l'organisme meurt, son stock de carbone 14 commence à se désintégrer. Sa quantité diminue de moitié tous les 5730 ans. C'est ce qu'on appelle sa demi-vie radioactive. En mesurant les quantités de carbone 12 et 14, on peut remonter à la date de la mort de la plante ou de l'animal. Les résultats s'expriment en années et comportent une fourchette d'incertitude d'environ 1%. Exemple, 10 000 ans, plus ou moins 100 ans. Plus les scientifiques ont fait des mesures, plus ils se sont rendus compte que les concentrations de carbone 12 et 14 avaient dû varier dans le temps. Ils devaient revoir leurs résultats. Le défi était d'identifier les concentrations de carbone 12 et 14 à différentes époques. La solution est venue des anciens troncs d'arbres. Les scientifiques ont analysé leurs anneaux de croissance
et mesurer les concentrations de carbone 12 et 14. C'est ce qu'on appelle la dendrochronologie. En se servant de ces découvertes, ils ont créé en 1993 une courbe d'étalonnage pour ajuster les mesures. Voilà comment se fait la datation par le carbone 14 et sa calibration. Les résultats ne peuvent être qu'indirects car la méthode ne se fait que sur de la matière organique et non sur les artefacts de pierre. Sur les 3 sites paléo-indiens des cantons de l'Est, aucun n'a pu être daté avec le carbone 14. Heureusement, il existe d'autres moyens. La luminescence optique. Cette autre méthode de datation absolue s'est développée au cours des dernières décennies, parallèlement à l'évolution de la méthode au carbone 14. La luminescence optique ne s'applique que pour la datation de matériaux inorganiques, mais pas n'importe lequel. Ceux qui ont déjà été soumis à des températures importantes comme des pierres de foyer, des poteries utilisées pour la cuisson ou des objets en pierre taillée jetés dans un feu. Le principe à la base de la luminescence optique est la propriété qu'ont certains cristaux comme le quartz et le feldspath d'accumuler l'énergie de l'irradiation naturelle du sol et de la restituer sous forme de lumière lorsqu'ils sont chauffés. Une fois que toute leur énergie est libérée, les compteurs se remettent à zéro et l'accumulation d'énergie peut reprendre. Ainsi, pour mesurer l'âge d'une pierre chauffée, les scientifiques récupèrent l'objet sur le terrain, le font chauffer en laboratoire et mesurent la quantité de lumière qu'il émet. Ils obtiennent un premier chiffre qui révèle la quantité de radiation accumulée. Pour savoir à combien d'années cela correspond, ils mesurent la radiation naturelle du terrain où il a été retrouvé. Puis, en laboratoire, ils resoumettent le morceau de pierre à une radiation équivalente à 1 millier d'années sur le terrain. Une fois irradié, ils le font chauffer et mesurent la quantité de lumière émise. Ainsi, par une simple règle de 3 et quelques facteurs de correction, ils calculent le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que l'objet a été chauffé dans son environnement naturel. La luminescence optique a été utilisée pour dater des sédiments sur le site Cléchancourt et de la pierre de foyer sur le site Kruger 2. Voilà pour ce qui est de la luminescence optique et des méthodes de datation absolue. Il est important de se rappeler qu'aucune ne mesure vraiment l'âge d'une pointe de projectile. La détermination de leur âge est le résultat d'extrapolation. Mais est-ce que les artefacts en soi peuvent nous en dire plus? Troisième méthode, la typologie. La typologie est une méthode basée sur la classification des artefacts selon leur ressemblance. On s'attarde aux techniques de taille de la pierre, aux formes et aux matériaux utilisés. En préhistoire, on utilise surtout cette méthode avec les céramiques et les pointes de projectiles. On associe les motifs et les formes à des cultures ou des traditions. Il faut être très méthodique et procéder par boucle de rétroaction. Lorsqu'on fait une découverte, on la décrit en détail et on note sa localisation et sa position dans le sol. Si possible, on envoie au laboratoire ce qui peut être daté avec une méthode de datation absolue. On valide nos résultats avec les autres découvertes dans les sites des alentours. Si les résultats convergent, les informations de l'artefact vont faire partie d'une base de données pour valider d'autres découvertes. C'est de cette manière que certains artefacts sont devenus des marqueurs chronologiques. Un peu comme les modèles de voitures qui sont caractéristiques d'une décennie, les petits détails techniques donnent des indices précieux sur l'âge de l'objet. Sur le terrain, la typologie est la méthode la plus révélatrice. Elle a été utilisée sur les 3 sites paléo-indiens des cantons de l'Est. Conclusion. On peut comparer la datation d'un site à une enquête sur une scène de crime. Il n'y a pas de témoins et on doit accumuler tous les indices pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. La profondeur de l'enfouissement et l'épaisseur de la couche de sol nous apportent les premiers indices. La matière organique ou les pierres chauffées sont des précieux indices une fois qu'on les a datés en laboratoire. Enfin, la typologie permet d'identifier des affiliations culturelles. Elle aide à reconstituer l'histoire. C'est la mise en commun de tous les indices, donc de toutes les techniques de mesure et de tous les résultats de fouilles et d'analyse qui permettent d'approfondir progressivement les connaissances. Comme pour l'identification d'un coupable, c'est la convergence et la cohérence des indices qui conduisent à des résultats fiables. Plus on fait de découvertes archéologiques, plus on accumule des indices, plus on peut établir un calendrier des événements et y rattacher des artefacts. Chaque année, de nouveaux artefacts sont découverts. Qui sait,
peut-être que les technologies de datation de demain permettront de dresser un portrait encore plus précis du peuplement préhistorique du Québec.